Et lui, il est avec nous depuis le Québec au Canada. Il s'agit du docteur Jacques Okoué, un éminent économiste gabonais, mais également acteur politique de premier plan. Bonjour, docteur. Oui, bonjour Monsieur Youssouf et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs qui nous écoutent de partout dans le monde et spécialement du Gabon, notre cher et beau pays. Très bien, docteur. Eh bien, nous allons commencer avec vous, docteur. Ça fait à peu près 18 ans que vous êtes au Canada, si je ne me trompe, 2007, que vous avez quitté le Gabon. Oui, ça fait quand même un bon moment, mais vous êtes resté attaché à votre pays, donc au Gabon, et naturellement toujours engagé en politique sur des questions économiques. Vos prises de position sont très remarquées et très soulignées d'ailleurs. Eh bien, à votre avis, est-ce que vous pensez sincèrement que la diaspora aura un rôle décisif à jouer dans les élections à venir? Je pense que oui, je pense que oui. D'ailleurs, d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas parti directement du Gabon Tu pour le m'entends? Canada. J'ai d'abord transité par la Ils France n'ont qu'augmenté. pendant mes études universitaires et c'est de la France que je suis venu au Canada sur évidemment recommandation effectivement de certains proches. Bien, ceci dit, oui, que la diaspora aurait un rôle important à jouer. La diaspora gabonaise n'est pas au niveau démographique importante en nombre, mais au niveau de la qualité, elle est quand même d'une qualité très bonne et donc elle peut influencer effectivement le processus électoral au Gabon. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui souhaite, de participer massivement à ce processus électoral qui est biaisé déjà. Et donc, il n'y a que la diaspora actuellement qui peut faire quelque chose au regard du musée Le Monde, effectivement, de la population gabonaise au Gabon. Regardez-les, même les partis politiques n'arrivent même plus à s'exprimer. Sous la raison creuse et fallacieuse du régime d'exception, on a mis tous les partis politiques sur la glace. Ça n'a pas de bon sens et ça influence la stabilité démocratique du pays dans le sens négatif du terme. Donc, je pense que il reste à la diaspora de jouer son rôle, effectivement, d'influence du processus électoral en vue de l'avènement d'une véritable démocratisation du Gabon. Alors, mais docteur, vous évoquez la situation des partis politiques, mais il est important quand même de préciser que ces partis continuent bien de fonctionner, ils font leur choix, certains ont décidé de se rallier aux dirigeants actuels, d'autres ont décidé de demeurer dans le camp de l'opposition, du moins s'opposent de plus en plus aux postures du régime actuel. On l'a vu au référendum. Eh bien, revenons par contre sur la diaspora. On a vu ces chiffres de à peu près 50% de non de la diaspora au référendum précédent. Quel est le signal derrière? Ben, le signal, c'est de dire que nous n'acceptons plus l'illégalité de ce régime. Illégalité dans les actes qu'il pose parce que les actes sont en violation totale de la loi fondamentale. Lorsqu'on fait par exemple voter des lois, enfin des crédits dans la loi des finances sans en face spécifier les dépenses pour lesquelles ces lignes de crédit sont ouvertes, voilà un exemple de mauvaise gouvernance. Lorsqu'on fait voter des lois pour faire, au fond, pour permettre aux officiers supérieurs de se marier à plusieurs femmes, par exemple, alors que ça n'intéresse pas du tout les Gabonais. Ce qui intéresse les Gabonais, c'est qu'est-ce qu'ils vont manger, est-ce qu'ils vont encore être coupés à l'électricité, est-ce qu'ils auront de l'eau potable, voilà. Voilà. Lorsque le CTRI se substitue au gouvernement et ne fait pas de la reddition des comptes, ne fait pas ce qu'il a promis de faire, voilà un peu ce qui a aussi fâché la diaspora pour qu'elle aille voter majoritairement le non au référendum. La liste n'est pas exhaustive de tout ce qui est comme malveillante gouvernance en place de la part du CTRI. On ne parle même pas des détournements des fonds publics. Ces gens ne sont pas inquiétés, pendant que certains ont les alpagues, mais d'autres sont au-dessus de la loi. Ça n'a pas de bon sens. Regardez un dernier exemple et je finis là-dessus. Lorsqu'un seul individu viole 4 lois, 4 normes de la République,
il viole le statut, évidemment, particulier des magistrats, il viole la charte du CTRI, il viole la loi fondamentale, il viole même aussi la charte de l'Union africaine en son article 25.3. Et il veut interdire ou empêcher, il veut interdire aux autres ou empêcher les autres de se présenter à une élection majeure, et notamment la diaspora. Parce que vous avez vu comment la manipulation du code électoral et de la constitution a été faite pour neutraliser la diaspora compétente, digne et accomplie. Ça n'a pas de bon sens. Docteur Okwe, vous l'avez dit, vous avez parlé d'une diaspora qui, certes, sur le plan numérique, n'est pas très importante, mais vous estimez que sur le plan qualitatif, ça l'est. Mais l'histoire du Gabon, quand même, n'est pas très en faveur avec cette approche de la qualité de notre diaspora. On se rappelle qu'on a eu beaucoup d'acteurs politiques, imminents, bien sûr, mais qui, à leur retour, n'ont pas forcément changé la donne. Plusieurs noms qui venaient de l'Hexagone pour certains et ont fini par se fondre dans la masse. Et ça continuait comme ça des années durant. Aujourd'hui encore, on peut souligner le fait que le régime en place a accueilli, a accepté au sein même du gouvernement des membres de la diaspora qui pendant de longues années ont milité de l'autre côté. Et une fois arrivés, il n'y a pas de marque de différence. Et il y a même des notes un peu inquiétantes au regard de Maïs Mussi, par exemple, pour prendre que son cas, qui n'a pas forcément brillé de par un succès à son retour. Comment alors parler de qualité de la diaspora au regard de ce que l'histoire nous a toujours démontré au Gabon? Ben, écoutez, il y a deux raisons à ça. Primo, vous faites bien d'ailleurs de poser la question parce que ça va poser le problème de la qualité institutionnelle qui prévaut au Gabon. Parce que lorsque l'environnement institutionnel est aussi pourri, passez-moi de l'expression, comme celui du Gabon, que pouvez-vous tirer de la qualité de la qualité bonne d'acteurs diasporiques qui viendraient de l'extérieur pour essayer de redresser le pays? On l'a toujours dit, le problème du Gabon est un problème institutionnel. Le courant, parce que je suis également politologue, le courant institutionnaliste explique que les institutions influencent aussi sur la performance économique et sociale d'un pays. Les institutions sont vues comme des règles formelles ou informelles, ou comme des organisations également. Mais lorsqu'à la tête de ces organisations, vous avez des gens qui, moralement, ne sont pas effectivement exemplaires, qui, évidemment, prêchent plutôt par la malveillante gouvernance, prêchent par le crime et on les maintient au pouvoir. Qu'attendez-vous d'un acteur diasporique pêcher ça et là? Et pire, si on va pêcher justement les mauvais représentants de la diaspora, parce qu'on les connaît, il y a un qu'on vient de dégager de la tête du FEGIS, ils viennent avec des faux CV, ils font effectivement dans du marketing politique pour faire croire qu'ils sont évidemment à l'apogée là où ils vivent, alors que ce n'est pas vraiment ça. Et pourtant, vous avez dit qu'il y aura des enquêtes de moralité, mais où sont ces enquêtes de moralité là? Avant de nommer quelqu'un, et ça jette évidemment l'opprobre sur toute la diaspora, alors qu'il y a une diaspora digne, accomplie, qui est là, mais qui ne fait pas du bruit, parce qu'il n'y a que les tonneaux vides qui font le bruit. Les tonneaux pleins, tapez dessus, ils ne font pas de bruit. Ce sont des gens accomplis, ils ne courent pas derrière l'argent, comme évidemment c'est le lapin affamé qui court derrière une carotte. Donc il faut bien faire la part des choses avant que de jeter l'anathème sur toute la diaspora, parce qu'il y a une certaine diaspora gabonaise qui est vraiment de qualité, mais qui ne fait pas du bruit, parce qu'elle n'est pas en quête de quoi que ce soit. Voilà, très bien. Il y a Estelle Anvan qui voulait justement vous poser une question en rapport aussi avec un autre fait d'actualité, celui des élections à venir. Docteur Okwe, bonjour. Oui, bonjour madame. Alors on a bien vu que vous décrivez un tableau sombre de ce qui se passe sous la transition.
Et vous décrivez également une face sombre de vos anciens confrères, on va dire de la diaspora, qui sont désormais au Gabon et qui travaillent aux côtés du CTRI. Avant de parler de la présidentielle, j'ai tout d'abord une question. Le 12 avril va marquer le terme de la transition, mais avant, il y a quand même eu un déroulement, le dialogue national inclusif et plusieurs propositions ont été faites. Est-ce que vous avez participé à cela? Ben, moi, dès le départ, hein, j'avais discriminé en ce dialogue, effectivement, un dialogue factice. C'était pour moi une affaire de copains-coquins. Et la preuve, c'est qu'au final, il a été un dialogue exclusif. Lorsque on exclut les partis politiques qui sont censés animer, au fond, l'activité politique au Gabon, qu'est-ce qu'on attend d'un tel dialogue? Lorsqu'on sélectionne de façon arbitraire, parce que on sait bien que la sélection a été arbitraire, certains acteurs de la diaspora et même certains du Gabon, qu'attendons-nous évidemment des résolutions de ce dialogue? Lorsque même un acteur qui est revenu dans la diaspora avait dénoncé effectivement les manipulations à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'il fallait attendre? J'avais eu raison donc très tôt de ne même pas perdre mon temps, parce que vous savez, nous en économie, on n'engage pas un acte comme ça. On fait toujours l'analyse coût-bénéfice. Si les coûts, le sacrifice à subir est plus élevé que le gain attendu, qu'on appelle avantage marginal, ben, j'engage pas l'acte. Parce que les ressources sont rares. Le temps, l'énergie, l'argent. Donc, il faut faire des choix judicieux. Moi, j'ai mieux fait de finir un rapport de consultation et gagner 5 000 $ là-dedans que d'aller perdre mon temps dans un dialogue qui a englouti 5 milliards 700 millions pour un résultat négatif, si ce n'était pour la gloire du dictateur en puissance qui veut s'imposer alors qu'il est le moins méritant de tous les Gabonais qui peuvent prétendre à la présidence de la République. Voilà un peu mon sentiment par rapport à ce dialogue. D'accord. Il a été nul. Vous avez officiellement annoncé votre candidature, c'était le 2 février dernier. Quelles sont vos chances de participer à cette élection lorsqu'on imagine très bien que vous avez parcouru le code électoral où sont décrites les conditions d'éligibilité pour prendre part à cette élection? Ben, mes chances de participer sont évidemment dépendantes du nouveau contexte que je voudrais faire émerger. Parce que en l'état actuel des choses, vous comprenez que avec la manipulation du code électoral, avec la manipulation déjà d'abord de la loi fondamentale, de la Constitution, qui est une loi unique, qui va même jusqu'à être xénophobe, et donc qui vise à éliminer les Gabonais, effectivement binationaux d'un certain âge, et donc qui vise à établir une certaine hiérarchisation. Ma candidature est une candidature de défiance qui vise justement à mettre, au fond, à remettre en cause ce code électoral, cette loi fondamentale. C'est pour cela que j'appelle les Gabonais, effectivement, qui veulent sortir de la malveillante gouvernance actuelle, à battre le pavé. Je fais également un appel aux présidents des partis politiques à pouvoir sortir de leur torpeur. Parce que nous ne pouvons pas aller à une élection qui est déjà tronquée. Et pour preuve, vous avez le ministère de l'Intérieur qui a l'exclusivité comme de l'organisation de l'élection. Le ministre de l'Intérieur est nommé par le président de la transition et donc finalement, le CTRI sera jugé parti. C'est déjà vicié dès le départ. Mais Docteur Okwe, excusez-moi, mais il y a des pays où ça existe, le fait que le ministère de l'Intérieur organise les élections. Et également, vous parlez de votre candidature, mais là aussi, on le sait qu'il y a des pays où la condition de résidence à une durée bien définie existe aussi pour participer à ce type d'élection. Est-ce que vous ne pensez pas que là, déjà, il peut y avoir quand même des choses à redire sur votre position? Mais je pourrais également dire des choses là-dessus. Ce qu'on veut, c'est que
le ministère peut venir dire les résultats, mais la commission électorale, avec à l'intérieur les partis politiques, leurs représentants, je pense que c'est la meilleure solution pour garantir la sincérité du vote. Et puis, je reviens encore sur le plan juridique. Lorsqu'on viole le principe de stabilité du cadre juridique de l'élection, d'une élection ou électorale, édité par la Commission de Venise, vous savez que la Commission de Venise, ce principe-là veut qu'on ne modifie pas les éléments fondamentaux du code électoral à moins d'un an de la tenue d'une élection aussi importante que celle présidentielle. Mais que fait le CTRI? Si ce n'est de modifier les lois à son avantage, éliminer les Gabonais de la diaspora. Oui, mais avec la participation de toute la classe politique gabonaise, ou presque, on a ceux qui ont milité pour le non, qui ont participé à la rédaction du code électoral actuel. Nous avons quasiment la grande partie de la classe politique gabonaise, même surtout la société civile, qui est très impliquée depuis. C'est passé au Parlement et ça a été validé. Que voulez-vous? Non, c'est un Parlement corrompu. Lorsqu'on nomme des députés, des sénateurs, qu'attendez-vous en bout de ligne? Et le piège était bien tendu. Vous pensez que les profils tels que les Geoffroy Fumbula Libeka, Jean-Rémy Yama, Libama Marcel, toute cette liste d'acteurs de la société civile qui ont lutté contre l'ancien régime sont eux aussi corrompus? Non, pas la majorité, c'est la minorité qui s'est opposée. Là, vous me citez plutôt la minorité qu'il faut saluer. La majorité, oui, mais non, attendez, ça s'est passé par le vote. Le vote majoritaire a fait adopter ces lois iniques. Mais on sait bien qui constitue la majorité de ces députés. C'est des députés, lui-même qui a critiqué les nominations copain-coquin. Mais là, on l'a vu à l'œuvre dans le machiavélisme politique. Donc, qu'attendez-vous de ces lois iniques-là, si ce n'est de créer à terme une certaine instabilité du Gabon? Je vous le dis, c'est la mauvaise voie à ne pas prendre, parce qu'elle ne satisfait pas la majorité des Gabonais. Ces députés ne représentent personne, si ce n'est eux-mêmes. Donc, je pense que les choses doivent être refaites. Nous devons repartir dans une nouvelle transition pour prévenir une instabilité sociopolitique au Gabon. Parce que l'injustice est le terreau, justement, au désordre. Et c'est pour cela que j'en appelle également aux militaires patriotes pour pouvoir, effectivement, permettre un retour à l'ordre républicain et mettre un terme à la malveillante gouvernance actuelle. Les lois sont iniques et il n'y a personne qui va l'accepter. Il fait pire qu'Ali Bongo. Avec Ali Bongo, c'était 3 mois de résidence. Lui va à 3 ans pour les Gabonais. Est-ce que vous regrettez Ali Bongo, docteur Jack Okwe, en le disant? Non, je ne regrette pas Ali Bongo. Je fais juste un constat. C'est un fait que lui, il fait pire qu'Ali Bongo, dont il a lui-même été un des grands contempteurs ou critiques lorsqu'il a accédé au pouvoir. Mais il fait pire que lui. Alors là, je vous assure... Docteur Okwe, Docteur Okwe, est-ce que vous ne faites pas un tout petit peu preuve de mauvaise foi tout de même, lorsqu'on sait que la transition a une date limite et qu'en période de transition, ce sera très difficile de respecter tous ces critères comme tels que ne pas revoir on va dire le code électoral, les textes en période en année électorale, et là c'est une période d'exception et vous n'avez pas fait de proposition, mais vous remettez tout de même en cause tout ce qui a été fait par d'autres Gabonais. Qu'avez-vous proposé de concret pour que les choses puissent aller de mieux par rapport à ce qui se faisait avant? Madame, je vous signale que ce n'est pas moi qui ai établi le calendrier effectivement de la transition. C'est vous dire que nous avons affaire à des acteurs politiques menteurs. Ils mentent depuis le début, c'est ça leur politique. C'est eux-mêmes qui ont établi leur calendrier. Et regardez même, le plus renversant, c'est qu'ils ramènent plutôt l'élection pendant la période scolaire. Mais comment ça va se faire concrètement? Donc, les salles de classe vont être réquisitionnées pour servir de salles de vote. Les maîtres vont être réquisitionnés pour servir effectivement de scrutateurs, effectivement de représentants. Ça n'a pas de bon sens tout ça. C'est de l'amateurisme. Mais c'est calculé. C'est calculé parce qu'ils sont dans une optique de confiscation du pouvoir par cette manipulation
de la loi électorale. Madame, même si je n'ai pas proposé de solution, parce que pour moi c'était une perte de temps d'aller donner mes idées à des voyous qui n'ont aucune compétence sur la gouvernance du pays, est-ce que ça les exonère de bien faire les choses? Quand on manipule les lois comme on le fait, c'est trop flagrant, madame, qu'ils vont faire un coup d'état électoral, mais ils vont devoir tuer les Gabonais, parce que les Gabonais ne vont pas l'accepter. Docteur Okwe, c'est ça qui va se passer. On est en train d'arriver progressivement à la fin, on est quasiment à la fin de cet échange. Eh bien, mais revenons justement sur la question même de la diaspora, au cœur même de la diaspora. N'est-elle pas aujourd'hui divisée? Quelle est votre position par rapport aux autres leaders, on va le mettre ça entre les guillemets, mais les leaders dans cette diaspora? On sait que M. Mengara, par exemple, lui a également dit qu'il sera candidat. Il a annoncé clairement sa candidature, ça fait à peu près bientôt quelques mois, près de 5 à 6 mois. En effet, la toute première candidature des Quelle est votre position avec cette diaspora-là, globalement? Est-elle unie ou en réalité on parle là d'une diaspora divisée avec plusieurs approches et qui au final risque de ne pas avoir de poids réel lors de cette élection si elle part divisée? Ben, écoutez, monsieur Youssou, je vous ferai d'abord savoir que l'article 43, alinéa 3 de la Constitution spécifie que le vote à l'élection présidentielle est un vote à 2 tours. Donc, au scrutin, évidemment, majoritaire directe, uninominale, mais à 2 tours. Ça veut dire que nous avons la liberté, comme acteurs diasporiques, d'aller en rang dispersé dès le départ. Nous allons nous retrouver au 2e tour pour ceux-là qui seront les mieux positionnés. Mais cette stratégie, elle a montré ses limites de par le passé dans l'histoire politique gabonaise. Ça a souvent fragilisé le camp de ceux qui étaient en face des dirigeants la plupart du temps. Non, non, au contraire, il n'y a jamais eu vraiment l'expérimentation. Oui, par moment, mais les dernières élections, il n'y avait pas expérimentation de ce vote à 2 tours. Oui, pas de 2 tours. Ça a été verrouillé. Mais c'est différentes candidatures. Mais là, on revient à 2 tours. Et là, je profite même encore pour teinter l'immoralité que madame doit plutôt renvoyer sur le CTRI qui convoque le collège électoral pour, en spécifiant simplement une seule date, alors que l'élection est à 2 tours. Ça veut dire qu'eux, ils ont déjà préparé leur coup d'État. Donc, je pense que nous allons battre le pavé, nous allons faire en sorte que cette transition-là s'arrête et que l'on aille à une nouvelle transition où il y aura effectivement reprise des choses, mais refaites ou faites de façon bonne, afin qu'il y ait de la justice envers tous les Gabonais. Alors, je vais terminer avec cette question, vraiment la toute dernière. Docteur Okwe, les Gabonais n'ont ni... Bon, non, ils ont de l'eau, ils ont du courant, oui. Mais il y a quand même une crise énergétique au Gabon depuis un certain temps. Les choses semblent aller dans le sens de s'améliorer. On peut observer ces 2 derniers jours que la tendance est en train de vouloir aller dans le bon sens. Mais quelle est la proposition de la diaspora? Qu'a fait la diaspora gabonaise pour, pourquoi pas, transférer des groupes électrogènes, apporter des suggestions pour régler la question? Je ne dis pas que la diaspora doit prendre la place de l'État. La question, c'est de savoir, est-ce que la diaspora gabonaise s'est organisée pour apporter quelques solutions, créer des forages, créer des mini-centrales. Le solaire existe aujourd'hui et vous, de là où vous êtes bien conscient de l'impact de tout cela. Quelles sont les propositions apportées par la diaspora gabonaise lorsqu'on sait que dans d'autres pays, en Afrique particulièrement, il y a des propositions concrètes de ce type? Mais écoutez, je vous ferai remarquer que la diaspora le fait dans un cadre privé. La diaspora n'est pas l'État, elle n'a pas à se substituer. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Oui, mais qu'est-ce qui a été fait dans ce cadre privé? Oui, mais je vous le dis qu'elle le fait déjà dans un cadre privé. Il y a évidemment des acteurs diasporiques qui font des transferts de fonds, mais dans un cadre privé. Vous m'entendez bien? Ouais, mais qui n'est pas rendu public, qui n'est pas connu. D'accord, c'est du privé, mais... On aimerait en savoir plus tout de même. Mais non, c'est pas obligé d'être public. Ils n'ont pas la responsabilité, ils ne sont pas la tête de l'État, ils ne gèrent pas l'État. Ils font déjà beaucoup. Donc, si vous faites la somme de leurs initiatives privées, je pense que ça améliore pas mal bien le sort de pas mal de Gabonais au Gabon. Mais c'est dans un cadre privé. Bien. Maintenant, la diaspora dit le Gabon est un pays potentiellement riche et même effectivement riche. Parce qu'il y a de l'argent au Gabon. Mais cet argent est systématiquement détourné par les tenants du pouvoir.
C'est vers eux autres que le peuple gabonais doit se retourner pour pouvoir leur demander des comptes. De là où va l'argent du Gabon, toutes ces redevances minières, pétrolières, voilà, cette taxe, vous avez eu un champion en taxe qui n'a fait que taxer, où va cet argent, incapable de payer même 17 milliards. Un champion en taxe, mais qui revenait de la diaspora, Dr Okwe. Oui, oui, mais c'est pour ça que la diaspora elle-même veut descendre, prendre le pouvoir et gérer ce pays-là au mieux des intérêts des populations. Voilà la proposition de la diaspora. Très bien, merci Dr Okwe-Edou, merci pour tous ces éclairages concernant l'actualité de notre pays, mais surtout la valeur ajoutée de la diaspora à la veille de ces élections-là. Nous l'avons énuméré. Vous avez annoncé votre candidature pour cette élection. Vous avez parlé des candidatures de défiance. Nous aurons l'occasion de revenir avec vous sur plus de détails tout au long de cette période préélectorale pour avoir davantage votre position et pourquoi pas toujours vos propositions surtout pour justement la construction de cet édifice nouveau que nous souhaitons tous, que nous soyons au Gabon ou à l'extérieur, donc que nous soyons de la diaspora ou sur place au Gabon. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et excellente suite de journée à vous au Québec, tout en espérant que les taxes de Donald Trump ne soient pas trop amplifiées parce qu'on sait que voilà, ça chauffe un peu des deux côtés de la frontière au nord de l'Amérique. Non, le Canada a aussi quelque chose à faire valoir. Donald Trump ne pourra pas l'emporter parce que énergétiquement, les États-Unis dépendent du Canada. Oui, c'est un peu vice-versa. Merci encore, Dr Okwe. On se retrouve certainement la prochaine fois pour plus de détails avec vous.